Chapitre 4. Trècheville. Longtemps avant mon arrivée à la maisonnée, le hasard de la vie a voulu que je naisse loin, très loin de cette froideur québécoise qui m'enveloppe aujourd'hui. Froideur, ai-je dit? Non, je ne peux ainsi qualifier ces descendants de trappeurs qui m'environnent. Ils symbolisent à la perfection cette joie de vivre bien latine qui manque tant au nord américain. Froideur certes, mais d'abord du climat, et ensuite lié à l'état même du vieil homme que je suis devenu au fil des ans. Et pourtant, longtemps avant la maisonnée, dis-je, j'ai abondamment bénéficié de la chaleur de Dame Nature, pendant une bonne partie de ma vie. Le continent africain m'a vu naître. Cette terre ocre, riche et pauvre, m'a vu grandir. Les souvenirs sont certes flous, mais au soir de ma vie, je me dois de mettre par écrit ce qu'il en reste. C'est dans les années 1920 qu'un certain Guillaume s'établit en colonie française du Toiti, là où il fonda sa famille. Guillaume était doué, d'abord pour les sciences exactes, mais surtout pour les arts, la musique notamment. Comptable de jour, mon grand-père réussit l'exploit de magnifier son penchant pour les arts dans une société où les plus chanceux des indigènes n'étaient destinés qu'à porter les maîtres blancs sur leurs épaules le dimanche matin. Artiste jusqu'au bout des ongles, Guillaume ne vivait alors que pour la musique sacrée, notamment à l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville où il occupait le poste d'organiste en chef. Ce talent musical précoce, il l'a acquis en côtoyant très tôt les quelques missionnaires français qui, au début du siècle dernier, se sont hasardés à traverser nos jungles africaines. En ce temps-là, une jeune fille du nom d'Anne-Marie s'empressait elle aussi d'assister à chacune des répétitions de la chorale. Quoique vivant au sein de la jeune capitale de la colonie, elle était originaire de ce village côtier du nom d'Assini, calé à l'embouchure du fleuve Koboé et faisant face à l'immensité de l'océan Atlantique. Issue de la tribu des Nzima, c'était une jeune fille au physique frêle. Sa beauté exceptionnelle s'expliquait de par le contraste frappant entre la noirceur de sa peau et sa parfaite dentition couleur ivoire, marque certaine d'une santé au-dessus de tout soupçon. Quoique de petite stature, ses pas vifs et son allure générale ne laissaient aucun doute quant à son caractère déterminé. Une vraie battante sur deux pattes. Anne-Marie se rendait-elle aux répétitions de la chorale pour louer son Dieu ou pour avoir une chance de voir Guillaume, le talentueux musicien? Nul ne le sait. Toujours est-il que son attirance pour le bel et flamboyant organiste de la chorale était évidente. À la faveur donc de leurs activités religieuses, Anne-Marie et Guillaume se fréquentèrent, faisant les 100 pas ensemble le long de l'avenue 16, s'arrêtant çà et là pour bavarder avec les vendeuses d'aloko, un plat à base de bananes plantains frites. Peu de temps après, Guillaume l'épousa, dans cette même église de Trècheville. Le jeune couple eut à peine le temps de voir leurs enfants grandir que la mort frappa Guillaume, faisant d'Anne-Marie une veuve avec 7 enfants sur les bras, la trentaine à peine entamée. Fabien, Joseph, Pierre-Michel, Marie-Cécile, Paul-Antoine, Jean-Baptiste, Véronique, tous ces marmots, Anne-Marie les éleva seule, au cœur même de Trècheville, trouvant au fond d'elle un dévouement que je m'explique difficilement. Résidente depuis toujours de l'avenue 16, Anne-Marie trouva du réconfort dans les multiples activités politiques qui bourgeonnaient déjà dans sa commune, notamment les luttes enclenchées par quelques politiciens en herbe pour arracher aux puissances coloniales l'indépendance des colonies africaines. C'est tout naturellement que les fils et filles d'Anne-Marie se mirent eux aussi au service de leur pays, le Toiti, pays où ils sont nés, où ils ont grandi et où ils sont tous enterrés aujourd'hui. Tante Cécile devint une pionnière dans le domaine de l'enseignement. Une école primaire porte toujours son nom. L'oncle Jean-Joseph, dans la lignée même du grand-père, a enseigné la musique à plusieurs générations de Toitiens. Mon père, quant à lui, a eu cet amour fou pour le domaine de la santé.
Infirmier de formation, il finit par se caser dans la capitale du Toadi après avoir servi dans une demi-douzaine de colonies françaises d'Afrique de l'Ouest. C'est peut-être de là que me vint cette piqûre du voyage, solidement ancrée dans mes gènes depuis des générations. Papa est donc toadien de naissance. Ce futile détail que je n'aurais jamais mentionné, où que ce soit, a grimpé en importance depuis que la constitution toadienne adoptée en l'an 2000 en a fait une des exigences pour être candidat à la présidence de la République. Apparemment, c'est cette constitution qui serait à la base du conflit toadien, cette foutue guerre civile qui perdure depuis plus d'un demi-siècle déjà et qui a définitivement affecté la deuxième moitié de ma vie. Papa, un vrai don Juan de nature, trouva le moyen de se lier à une femme venant de loin, une sorte de perle rare de grande valeur. C'était une fille du métier, sage-femme de son état. Ma mère, en effet, est originaire de cet archipel volcanique, au nom si exotique, le Cap-Vert. C'est un pays aux mille contrastes, où l'on trouve des noirs plus noirs qu'ébène, mais aussi des blondes aux yeux bleus. C'est aussi le pays de Césaria Evora, grande diva, dont la musique est si langoureuse qu'elle donne l'impression que les Capverdiens ne se réjouissent que dans la lamentation. Depuis ma tendre enfance, l'exotisme de mon métissage m'a toujours enivré. J'en étais même fier. À cette époque, je ne me doutais pas que des années plus tard, les politiciens de tous bords se serviraient abondamment de la fragmentation ethnique du Toadi pour semer la zizanie entre les fils et filles de ce pays. C'est le tissu ethnique bigarré et fragmentaire du Toadi qui a servi de toile de fond à la guerre civile. Cette guerre civile, qui sévit encore aujourd'hui, s'est aussi bâtie sur un patriotisme à la limite du tribalisme, ce qui accéléra ma fuite vers d'autres cieux plus paisibles. D'ailleurs, devrais-je encore dire mon pays, parlant de cette terre africaine lointaine que je n'ai plus revue depuis plus de 50 années? Après avoir fui et abandonné les miens dans cette misère chronique, ai-je encore le droit de m'autoproclamer africain, moi, ce lâche qui s'est si vite réfugié dans les bras accueillants du Canada? Je sais, je suis des fois trop dur envers moi-même. Cette décision de fuir mon Afrique ne m'appartenait plus. Je l'ai fait par instinct de survie, tout simplement. Continuons donc. Notre famille s'est toujours située un peu au-dessus de la moyenne, économiquement parlant. Enfant, j'ai toujours eu 2 uniformes scolaires kaki et une paire de chaussures en cuir bata, plutôt que de simples sandales. J'ai pourtant grandi pieds nus et le nombril à l'air, mes parents m'ayant très vite fait comprendre que mon unique paire de chaussures faisait partie de mon uniforme scolaire et ne devait sous aucune condition servir à jouer au football. À l'instar donc de tous mes copains de jeu, j'ai appris à jouer des heures durant au football. Pieds nus, enrobé de cette poussière ocre, à partager mon bicycle avec tout le quartier, à m'émerveiller de choses simples mais ô combien enivrantes. Un bonbon pour moi, dans son emballage multicolore, c'était l'ultime récompense. Ça, c'était longtemps avant que je ne devienne ce richissime entrepreneur néo-canadien connu de tous, longtemps avant que l'argent ne se recouvre de cette froideur fade dont je parlais tantôt. J'ai moi aussi grandi à Trècheville, quartier très bouillonnant de la capitale. Trècheville a toujours été habité par un melting pot d'ethnies diverses, Toadiens venant de partout, mais aussi immigrés à la recherche de maigres gagne-pain qu'ils n'obtiendraient jamais dans leur pays d'origine. Nous avions l'habitude de traduire le nom de notre commune en anglais, ce qui donne Treshtown, appellation qui rime curieusement avec Trenchtown, cet autre ghetto jamaïcain où a grandi Bob Marley, l'idole de ma jeunesse. Trècheville, c'était aussi le principal Red Light District de la capitale, notre Times Square à nous, une sorte de point focal où toute la capitale venait s'amuser quand le soir tombait. C'est dans ce milieu hétéroclite que j'ai découvert la pluralité ethnique de mon pays, le Toadi. Entre le terrain de jeu et les dodos dans une maison où le surnombre était toujours de règle, mon autre théâtre d'opération fut l'école catholique Saint-Jean Bosco,
adjacente à l'église Notre-Dame de Trècheville, où j'ai fait l'essentiel de mon cours primaire. Cette école est un étonnant milieu, où des enfants de toutes conditions et de toutes origines se retrouvaient. L'école Saint-Jean-Bosco avait une vocation chrétienne, certes, mais accueillait néanmoins des enfants issus de toutes confessions, musulmanes notamment. Malgré le fait qu'elle soit située en plein milieu du quartier populeux et pauvre qu'est Trècheville, sa renommée était reconnue par plus d'un. L'éducation y a toujours été impeccable, à la fine pointe de ce qu'il y avait de mieux dans le système éducatif de l'époque. Pour le commun des mortels, la récré est synonyme de jeu, rire et autres divertissements. Pour moi, cette période rimait par contre avec la faim. Je n'ai jamais eu le luxe de me gaver des collations, faute d'avoir les 15 francs requis pour m'alimenter à la récréation. Mon père, infirmier de formation, s'objectait fortement à l'idée de toucher à ceux qui se vendaient aux abords de l'école. Il était très sceptique quant à la sanité de ces aliments. Chaque jour d'école, je devais donc tenir le coup jusqu'à midi, après n'avoir eu pour petit déjeuner que le quart d'une baguette de pain truffée de 3 carreaux de sucre, le tout propulsé par un bon verre d'eau glacée. Sur l'aire de jeu, mes amis se nommaient Pierre un jour, puis Abou le lendemain. Des noms qui rimaient agréablement les uns avec les autres, chrétiens et musulmans, nordistes ou sudistes. Ainsi donc, quand à la récréation de 10 heures la faim me tenaillait le ventre, je pouvais toujours compter sur l'un d'entre eux pour partager une collation. C'était le bon vieux temps. Le temps où l'enfance n'était nullement intoxiquée par ce ramassis de discours politiques qui plus tard coûta aux Toisdiens leur conflit meurtrier. En ce temps-là, je ne me doutais point qu'un jour, une crise pseudo-identitaire viendrait bouleverser ma vie à jamais. Les enseignants de l'école Saint-Jean-Bosco n'étaient pas exclusivement Toisdiens, loin de là. En effet, le corps enseignant reflétait la pluralité ethnique de la clientèle. De tous les instituteurs et institutrices que j'ai connus au fil des ans, un en particulier m'a énormément marqué. Monsieur Kaboré, originaire de l'ex-Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, était un grand homme qui savait où se trouvait l'équilibre parfait entre la chicotte et l'attention. Dans la salle de classe, il était le maître, et nous, des disciples attentifs qu'il dirigeait avec une discipline quasi militaire. M. Kaboré n'exigeait que l'excellence pure, une tâche qu'il accomplissait avec brio, vu le savoir énorme qu'il détenait. Je sais, cela sonne très bizarre aux oreilles d'un occidental, mais je lui en suis reconnaissant, et ce malgré les innombrables fois où il m'a tiré les oreilles. En ce temps, comme au Québec d'autrefois, la punition physique n'était rien d'autre qu'un outil pédagogique, officiellement interdit, mais pratiqué à la grandeur du pays, avec en sus l'approbation des parents d'élèves. Peut-être à cause de ses humbles origines burkinabées, M. Kaboré savait comment inculquer à chacun la conviction que le bonheur ne vient qu'après le travail, continu et acharné s'il le faut. Il a su me transmettre ce goût de finir ce qu'on entreprend, de toujours se dépasser et la conviction qu'il n'y a rien de mal à vouloir être le meilleur du groupe. Je devais tous les jours marcher les 4 kilomètres qui séparaient notre domicile de l'école, refaire le même trajet pour rentrer déjeuner à midi, le refaire encore pour rejoindre l'école à 2h30 sous un soleil de plomb, et enfin une dernière fois pour rentrer à la maison et faire mes devoirs le soir. Plusieurs souvenirs de vie abondent de ce trajet quotidien. Lors d'un de ces trajets, mon chien Big Boss s'est fait écraser sous mes yeux par une auto. Il avait pris la mauvaise habitude de faire la moitié du trajet avec moi et mes sœurs. Je me rappellerai encore le jour où ils ont construit l'immense boulevard Giscard d'Estaing, du nom d'un président français qui devait visiter notre petit pays tiers-mondiste. Pour lui, et pour s'assurer qu'il ne respire pas la poussière que nous nous tapions matin, midi et soir, on a construit ce gigantesque boulevard à 9 voies. Ce boulevard de la mort, il fallait le traverser 4 fois par jour. Et nombreux sont les écoliers qui s'y sont fait faucher. J'apprécie à sa juste valeur le nombre de fois où, durant les années 70, un adolescent du nom de Boniface Conan me tint la main pour affronter cette traversée intrépide.
La vie continuant son cours, du collège au lycée scientifique de Yakrou, j'ai toujours côtoyé autant de blasés de la ville que de purs villageois provenant des plus lointaines contrées du toit-dit rural. Ainsi donc, le hasard de la vie a voulu que toute ma jeunesse, j'évolue dans un environnement où tout le monde venait d'un peu partout. De tout ce parcours pré-universitaire, ma tendre enfance à l'école Saint-Jean-Bosco aura toujours une place de choix dans ma mémoire, sûrement à cause de cette commune unique qu'est Trècheville. Ah, que c'est bon de se remémorer tous ces moments. Aujourd'hui, alors que la nature de la maisonnée se drape d'apparats qui n'ont rien de commun avec cette Afrique que j'ai connue. Mais que fais-je? Je reviens sur terre? De grâce, non. Continuons cette envolée qui me ramène tant d'années en arrière. Je devrais ressasser ces instants lointains plusieurs fois par jour, plus souvent, ne serait-ce que pour mon équilibre mental. Allez, rêvons encore. Au fil des générations, toute notre famille a eu cette fierté d'avoir eu en son sein l'abbé Pierre Michel, cet autre fils d'Anne-Marie et Guillaume que nous appelions affectueusement Tonton Pierrot. De tous mes oncles et tantes, s'il y en a un que j'ai pu côtoyer de manière plus intime, c'est bien celui-là. Musicien émérite, il réussit l'exploit de composer l'hymne national du Toit-dit. Avec un de ses amis curés, ils ont aussi écrit les paroles originales de cet hymne. De légères modifications, faites ça et là sur fond de politique aérienne bien toadienne, ont eu l'effet pervers de les dépouiller de la paternité des paroles de l'hymne national. Durant le mois de juillet 1985, je passais 2 semaines en compagnie de l'abbé. Lui et moi étions alors les seuls pensionnaires de l'église catholique d'Atekoubé, une banlieue de la capitale. Pour ceux qui connaissent cette église, c'est une oasis de paix au milieu d'une très bouillante commune. Dès qu'on passe le portail donnant accès à la cour intérieure de l'église, on entre comme dans une sorte de séminaire et on est immédiatement subjugué par le calme qui y règne, contrastant énormément avec les rues achalandées de la commune, pourtant si proches. La journée typique de mon oncle commençait par la messe, qu'il célébrait tous les matins à 6 heures, rythme de vie auquel je n'étais évidemment pas habitué. Peu après, il se mettait immédiatement au travail. Pendant que je m'essayais sur un des innombrables orgues à pédales qu'il possédait, lui, dans une salle à côté, s'adonnait aux tâches que lui imposaient ses multiples responsabilités. L'abbé était membre du bureau toadien des droits d'auteur, chargé d'évaluer l'originalité des œuvres musicales qui étaient sur le point de se faire enregistrer par cet organisme. Il écoutait cassette par-dessus cassette et m'interrompait chaque fois qu'il trouvait des ressemblances suspectes entre des œuvres supposées originales et des vieux succès que plus personne ne connaissait. Méticuleux comme ça ne se peut pas, il n'hésitait pas à brancher son vieux lecteur à bande magnétique pour réécouter de rares enregistrements que lui seul possédait. Cet été 1985 coïncida avec la visite du pape en terre toadienne. Ayant été approché pour accompagner la chorale lors de la bénédiction de la cathédrale Saint-Paul, l'abbé consacrait tous ses après-midi à répéter le programme. Ces après-midi que je passais en sa compagnie furent des moments précieux que j'ai chéris toute ma vie. Le regarder répéter était un délice pour mes oreilles. Il profitait de ces instants pour me faire la jazette. Les potins de famille, des anecdotes de voyage en Afrique et en Occident, la fierté qu'il a eue à conduire la chorale de la paroisse de Lokodjoro, cette chorale dont la moyenne d'âge était au-dessus des 50 ans, et qui réussit à chanter le Alléluia de Handel à 7 voix, s'il vous plaît. L'abbé faisait ses répétitions tout seul, sans la chorale qu'il devait pourtant accompagner, sur la base de partitions musicales écrites pour la circonstance. Il m'étonnait chaque fois qu'il se permettait de corriger ces partitions qui avaient pourtant été écrites par des professionnels, les ajustant à son goût, à sa sensibilité peut-être. Et quand il en avait un peu marre de chants religieux, il se donnait un petit répit en jouant autre chose, du classique la plupart du temps. C'est lors de ce séjour que mon oncle me fit le cadeau que tout toadien aurait aimé recevoir, j'en suis sûr. Nous étions en début d'après-midi, et ce jour-là, l'on devait réceptionner le tout nouvel orgue de la cathédrale Saint-Paul,
celui avec lequel il devait jouer pour le pape. C'était en quelque sorte l'événement avant l'événement. Mon oncle savait qu'à cette mini-réception, le cardinal Iago serait présent. Il me rappela avec insistance d'ailleurs de ne pas oublier de m'incliner et baiser la bague du cardinal. S'il y a une chose sur laquelle mon oncle ne badinait point, c'était les politesses, les procédures, les bonnes manières qu'il s'emprêtait d'enseigner à tous les jeunes qui le côtoyèrent. Ce jour donc, je le sentais un peu nerveux lors de sa répétition d'après-midi. Soudain, sans que je m'y attendisse, il s'exclama très fort. « On pourrait bien me demander de jouer l'hymne national !» En effet, diverses personnalités lui demandaient cette faveur chaque fois que l'occasion se présentait. Étant l'auteur de notre hymne national, il se sentait dans l'obligation de pouvoir l'exécuter d'un trait, sans faute, sans préavis. Sur ce, j'eus droit à une interprétation magistrale de l'hymne national toadien, des mains même de son auteur, sur son orgue personnel à 4 claviers, un concert privé. Croyez-moi, très peu de Toadiens et Toadiennes ont entendu ce que j'ai entendu. Quand j'écoute Ne me quitte pas, je ne peux que penser à Brel et à la sincérité de ses courbatures faciales, la sincérité de ses émotions face à la caméra. Il en est de même pour l'hymne national du Toadi. Chaque fois que j'entends cet hymne, je revois les 10 doigts de mon oncle Pierrot, anormalement court, mais ô combien agile, de même que ses jambes qui martèlent le pédalier. Quand l'abbé Pierre-Michel joue son hymne, il se laisse vraiment aller. Ses doigts devinant aisément la succession d'accords en sol majeur, l'abbé exécute son hymne avec une fluidité qui ferait jalouser plusieurs. Mon oncle Pierrot est le seul Toadien à qui l'on n'a pas appris l'hymne national sur les bancs d'école. Il l'a conçu et ne le récite donc pas. Il le sent, le ressent et l'exécute comme personne d'autre. Pour cette pièce-là, point besoin de partition. Il fermerait les yeux s'il le fallait. Il vous aligne des couplets les uns après les autres. Quand il le joue sur son orgue, vous entendez toutes les composantes de l'harmonie à 7 voix qu'il a composées. Rien qu'avec ses 10 doigts et ses 2 jambes, alternant entre chacun des 4 claviers de son harmonium, il fait ressortir des sections entières d'instruments à vent, du trombone à la clarinette. Il enfonce la pédale de volume à fond, ne craignant point de commettre la moindre erreur. Et quand il a fini, il vous laisse gaga, les oreilles bourdonnant d'extase. Aujourd'hui, alors qu'au soir de ma vie, j'arpente les couloirs de la maisonnée, des frissons me parcourent le corps,
quand je me remémore ces moments passés auprès de mon oncle Pierrot. Tout cela, je l'écris en guise de témoignage à tous ces fils et filles d'immigrants qui connaissent très peu le pays de leurs parents. Ce jour-là, j'ai entendu notre hymne national, comme très peu de Toadiens l'ont entendu. Selon le dernier vers de cet hymne, le Toadi est supposé être la patrie de la vraie fraternité. Cette même fraternité que j'ai vécue à Trècheville dans ma tendre enfance. C'est pourtant ce même hymne qui est chanté autant en zone loyaliste qu'à Kebouna, château fort de la rébellion toadienne. Avant d'aller au front, et avant donc de se tirer dessus, les rebelles et les forces loyalistes du Toadi ont trois choses en commun. Ils jurent tous de défendre un même pays, le Toadi, un même drapeau, le vert, blanc, orange, et chantent le même hymne national, fruit du génie de mon oncle, l'abbé Pierre Michel.